Les statistiques font froid dans le dos et montrent aisément l'ampleur du phénomène au plan national. Selon le ministère de la Santé, le cancer du sein est le plus meurtrier des cancers féminins, devant celui du col de l'utérus. L'Observatoire mondial des cancers 2022 indique que 1372 nouveaux cas de cancer de sein ont été notifiés au Burkina, soit 15% des cas de cancer chez la femme, avec 818 décès, soit une létalité de 59,62%. Aussi, les données de l'annuaire statistique 2023 révèlent que 2571 cas de cancer sont dénombrés dans les formations sanitaires au Burkina avec 111 décès. Ces chiffres montrent à souhait que la lutte contre cette pathologie doit se poursuivre. Les acteurs engagés pour éradiquer le cancer au Burkina en sont conscients et s'organisent avec les moyens dont ils disposent. Et sur ce plateau, nous recevons trois acteurs. Dr Natacha Lankwande Bako, elle est gynécologue obstétricienne au CHU de Bogodougou. Bonsoir et bienvenue. Merci Madame Diasso. Nous disons également bonsoir à Salam Ouedraogo, il est le président de l'association Enfance sans cancer. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Mamadou Traoré, qui est communicateur du programme Précaire. Bonsoir. Bonsoir madame. Fidèles téléspectateurs, les décors, il est ainsi donc campé pour parler de lutte contre le cancer au Burkina Faso. Alors la première question, nous allons l'adresser au docteur Lankwande. En tant que professionnel de la santé, alors quel est votre ressenti face à ce tableau qui est dressé? On parle ici de plus de 100 morts par an liés au cancer du sein. C'est énorme tout de même. Oui, effectivement. Vu les chiffres que vous-même vous avez développés au début de cette émission, on voit que le cancer du sein représente un véritable problème de santé publique dans nos pays, en particulier le Burkina Faso, qui est un pays en voie de développement, où le taux de mortalité par cancer est très élevé, surtout chez la femme, notamment dans le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. C'est vraiment un véritable problème de santé publique. Alors, comment est-ce que vous appréciez au niveau de votre formation sanitaire le niveau de dépistage précoce volontaire? Voilà, il faut signaler que le dépistage, déjà, c'est la recherche d'une maladie chez une personne qui ne présente pas de symptômes déjà de cette maladie. Et ce dépistage a pour objectif d'empêcher la survenue de la maladie et même si la maladie survient, qu'on puisse la traiter efficacement et de manière non onéreuse pour que ce ne soit pas à un stade tardif que la maladie soit découverte. Mais on constate dans notre zone, dans le pays, que c'est au cours des mois, par exemple comme octobre-rose, que les dépistages de masse sont faits et que les femmes viennent pour se faire dépister. Mais de manière spontanée, de manière volontaire, il y a très rare de personnes, de femmes qui viennent pour ce dépistage volontaire. Donc nous faisons la promotion justement de ce dépistage volontaire, que les femmes viennent se faire dépister, même en dehors des mois de sensibilisation comme octobre-rose. Mais ce constat, il est dû à quoi? L'insouciance des femmes, le manque d'information, l'inaccessibilité des centres de santé, parce qu'elles estiment que c'est payant. Selon vous, cela peut être dû à quoi? Bon, les facteurs sont variés. Donc nous allons déjà dire que le dépistage au Burkina Faso, il est gratuit. Donc, on ne peut pas dire que c'est un problème de moyens par rapport au dépistage. Donc, moi, je pense qu'il y a un manque de communication, d'où il faut multiplier justement ces campagnes de sensibilisation-là pour porter loin justement l'information selon laquelle elles peuvent venir se faire dépister de manière gratuite dans nos structures de santé publique. Alors, Salam Ouedraogo, président de l'association Enfance sans cancer. Le cancer chez les enfants, on sait que c'est une réalité. Au CHU de Bogodougou, au CHU Yalgado, pour moi, et au CHU pédiatrique Charles de Gaulle, les malades sont reçus et reçoivent même des soins quotidiennement. Alors, statistiquement parlant, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces pathologies chez les enfants? Pour être honnête, c'est difficile d'établir des statistiques fiables pour plusieurs variables. Parce que
D'abord, beaucoup d'enfants n'arrivent même pas dans les deux centres hospitaliers, Yalagdo et Charles de Gaulle. Donc ça fait que ces enfants aussi doivent être comptés dans les statistiques. Mais malheureusement, ils ne sont pas comptabilisés. Donc si on s'en tient compte à tout ça, c'est un peu difficile de dire exactement. Mais théoriquement, on parle sur la base au minimum de 250 cas de contagion par an. Et là aussi, ce sont ceux qui ont accès aux deux centres hospitaliers qu'on a réussi à administrer pour que ce soit, la suite soit favorable ou défavorable. Bon, voici un peu ce qu'on fait. Sinon, à l'heure actuelle, il est très difficile qu'on puisse dire voici des chiffres statistiques fiables. Raison pour laquelle nous travaillons beaucoup à ce que les gens puissent faire matinalement le dépistage. Pourquoi? Parce que cela est dû d'abord à la méconnaissance du mal et également une certaine peur ou crainte. Parce que personne ne veut qu'on dise que mon enfant a le cancer. Donc dès qu'on dit que ton enfant a le cancer, on va automatiquement monnaie. Donc dès le début, chacun, tout n'est pas arrivé à ce niveau. C'est dès que finalement on n'a plus le choix, on se présente, en ce moment c'est un peu tard. Donc tout ça, ça force un peu les chiffres statistiques parce que ça n'arrive pas tout. Alors, les cancers chez les enfants, c'est assez spécifique. Quels sont les types de cancers qui sont fréquents chez les enfants et à quel moment, justement, on doit aller se faire dépister? Est-ce que c'est face à un signe donné qui pourrait alerter les parents qu'il est temps d'aller se faire dépister ou à quel moment? Je pense que le cancer des enfants, comme il y a une coordination même qui est née, coordination de lutte contre le cancer, on doit plus s'attarder là-dessus parce que le cancer des enfants n'est pas comme celui des adultes où il y a des signes qui permettent un peu de guider un peu, que ce soit le médecin ou la personne elle-même. Chez les enfants, pourquoi on dit ça? Puisque il y a certains enfants qui naissent à 8 mois, 4 mois, et puis il a déjà le cancer. En fait, ils naissent, si on peut dire comme ça, avec. Il y a d'autres qui, très tôt, on peut diagnostiquer à partir de certains signes tels que la leucémie, le cancer du sang, pour être un peu simple. Voilà, eux, là, à un moment donné, suite à des pallios répétés, ça attire l'attention du médecin. Il faut pousser la réflexion, fouiller, voir à quoi souffre ce bébé ou cet enfant. Ça peut amener à autre chose. Mais si nous prenons également certains types de cancers qui peuvent être facilement détectés par nos mamans, je parle des mamans qui s'occupent des bébés, il y a par exemple le cas de cancer du rein où on peut sentir sous forme de boule au flanc gauche ou au flanc droit, ça dépend de où est placé le cancer. Bon, voici un peu quelques cas, sinon il y a d'autres où c'est réellement très difficile, sauf à un dépistage plus poussé. Mais malheureusement encore, ils arrivent tardivement. Pourquoi? Parce que dans les différents centres hospitaliers ou dans les différents centres de soins primaires, par méconnaissance même de certains, c'est pas pour les sous-estimer, de certains personnels de la santé, ils gâtent les enfants et aussi ils font ce qu'ils peuvent, c'est pas expressement fait. Ils donnent l'effort d'eux-mêmes et malheureusement le temps de laisser avancer pour des examens plus poussés, en ce moment c'est un peu tard. Une seconde fois encore. La formation des agents de santé, on va revenir sur ce point avec Dr Natacha Lakwande. Mamadou Traoré, communicateur du programme Précaire qui est une initiative qui ambitionne de mobiliser plusieurs associations de lutte contre le cancer afin de lutter ensemble de manière synergique contre ces pathologies au Burkina Faso. D'abord, dites-nous quel est le contexte de la mise en place de ce programme et pouvez-vous nous le présenter? D'accord, merci bien. Ok. D'abord, il faut dire que Précaire, c'est une initiative du groupe d'action contre le cancer. Et donc, en fait, Précaire, il est né, on va dire, en réaction à la montée alarmante des taux de cancer que nous avons. Ce que je voudrais préciser quand même qu'en 2022, on a eu, les statistiques parlent de 14 500 cas déclarés de cancer, avec, tenez-vous bien, plus de 11 000 décès. Donc, c'est alarmant, n'est-ce pas? Donc, l'initiative, en fait, Précaire, c'est surtout pour amener les acteurs, mais pas seulement les acteurs de la santé,
va dire, tous les acteurs qui peuvent intervenir dans ce sens-là pour aider d'abord à changer la façon de voir les choses. Voilà. Donc, dans le sens de, on va dire, mettre ensemble les acteurs de la santé, les acteurs de la communication et les acteurs associatifs comme ceux de M. Ouedraogo pour, en fait, les décideurs publics. Voilà, les décideurs publics, justement, créer une synergie, en fait, autour de ça, afin d'amener, on va dire, un changement d'attitude face à la maladie. Alors très souvent, on accuse les associations d'évoluer souvent en vase clos. Est-ce que les différentes associations qui existent au Burkina présentent déjà des signes d'adhésion? Oui, on dira que nous avons remarqué en fait un certain intérêt de part et d'autre. Et je pense que l'objectif justement du précaire, c'est de pouvoir en fait harmoniser, on va dire, les interventions et voir qui peut jouer quel rôle et de la meilleure façon en fait. Voilà. C'est pourquoi vous verrez qu'il y aura des communicateurs, il y aura des associations qui interviennent dans les cancers infantiles, il y aura des associations qui interviennent dans la formation des acteurs de la santé, ainsi de suite. Alors, on parlait tantôt de formation des agents de santé, docteur Lankwandé. Est-ce que vous estimez que le niveau il est bon en termes de détection précoce justement des cancers par les agents de santé? Oui, je pense qu'au Burkina Faso, les agents de santé sont bien outillés, en tout cas pour faire le dépistage des cancers gynécologiques en général. Mais il faut signaler qu'il y a la possibilité de référence aussi lorsqu'on n'est pas qualifié en fait pour le faire. Donc on réfère la patiente chez des spécialistes pour une meilleure prise en charge. Alors, lorsque vous dites que les agents sont qualifiés, on est face à une pathologie de nouvelle ère. Est-ce que forcément tous les agents ont pris l'ampleur de ce problème de santé publique et ont suffisamment cette formation-là? Oui, pour ce qui est du dépistage, oui, parce que le dépistage, c'est de rechercher des signes avant que la maladie même n'apparaisse. Et il y a le cas où on a détecté quelque chose, on a suspecté quelque chose. Là, on va agir à un niveau supérieur en faisant appel à des spécialistes. Et justement, la prise en charge de ces pathologies cancéreuses là, nécessite plusieurs spécialistes. Et au Burkina Faso, je pense que le plateau technique, il est bon justement pour la prise en charge de ces pathologies cancéreuses-là. Alors, on va parler un peu de l'état psychologique des patientes que vous recevez et que, malheureusement, sont souvent diagnostiquées positives au cancer du sein ou comme du col de l'utérus. Quel est leur état d'esprit? Ça, c'est un cas vraiment, je vais dire, pas facile à gérer. Parce que lorsque vous annoncez à quelqu'un, à une patiente qu'elle a, par exemple, le cancer, les réactions peuvent être vraiment très, très différentes d'une personne à l'autre. Ça dépend de sa mentalité. En général, on fait appel à un parent très proche de cette patiente-là pour aider à justement nous situer sur comment elle pourrait réagir par rapport à cette annonce. Donc, c'est un grand choc. C'est un grand choc qui intervient. Et il y a des patientes qui sont, quand tu leur annonces la maladie, ben elles sont tellement dépassées qu'elles ne font rien, en fait, elles n'agissent pas. Contrairement à d'autres personnes qui peuvent être très violentes, si vous ne faites pas attention, on peut même vous agresser physiquement. Voilà. Et on fait intervenir en général le psychologue pour aider justement à accepter l'état de la maladie et puis à aider pour la poursuite de la prise en charge. Oui. N'est-ce pas parce que beaucoup voient en cancer létalité totalement, la mort? Justement, il y en a qui voient cancer comme synonyme de mort, alors que ce n'est pas forcément parce que tu as le cancer que tu vas mourir. Tu peux mourir d'autres choses. Voilà, mais c'est pour dire que la prise en charge, lorsque c'est détecté assez tôt, on peut traiter de manière adéquate pour ne pas arriver à des complications et avoir une vie de très bonne qualité pendant longtemps. Voilà. Alors, Salam Ouedraogo, avez-vous vécu une expérience personnelle avec un proche, un enfant notamment, qui était
atteints de cancer? D'où est venu ce déclic-là de porter cette lutte? Bon, d'abord, disons que un proche, je peux dire même ce vendredi, j'ai tiré, si je peux dire comme ça, un proche là, mais là c'est le cancer de l'œil au niveau des adultes. Donc disons que le cancer c'est devenu une réalité pour notre monde. Parce que quand je dis comme ça, pour ceux qui sont dans la lutte contre le cancer. Donc, mais pour répondre un peu directement à la question, j'ai été même victime, si je peux dire comme ça, parce qu'une de mes filles a été victime. Et en ce moment, je peux dire, le cancer, la lutte contre le cancer n'avait pas encore pris cette forme où il y avait des plateaux où on pouvait s'exprimer. C'était abandonné, si on peut dire ceci. Donc, c'était vraiment des tâtonnements pour pouvoir même reconnaître que, faire le diagnostic, il a fallu parcours du combattant, comme on le dit, avec beaucoup de prières pour y arriver au dépistage. C'est après le dépistage maintenant que le traitement en a commencé. Maintenant, c'est suite à ça qu'on a constaté qu'il y a un abandon, un vide qui s'est créé autour de ce mal. Comparativement aux autres pathologies, on constate qu'il y a de l'engouement, on en parle, mais pour le cancer, c'était abandonné. On dit, mais oui, il faut en parler. Peut-être que les décideurs, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients, parce que c'est eux qui ont créé les centres hospitaliers, c'est eux qui ont formé les médecins oncologues, ils sont conscients, mais peut-être si on venait à apporter plus d'éclaircissement sur ce qui se passe dans les centres hospitaliers, pour qu'on sache qu'en réalité, il y a beaucoup qui partent en silence. C'est comme les enfants, parce que quand un enfant s'en va, je me dis, bon, ok, c'est un enfant, c'est un enfant. Bon, or, une vie est une vie. Donc, c'est suite à ça que l'association est née et j'ai eu l'honneur de porter la présidence depuis sa création et je continue de militer. Donc, même autre que ça, dans ce monde également, c'est un monde où on se familiarise donc rapidement, on s'attache à certains enfants comme tes propres enfants. Tu arrives, on te reçoit à bras ouverts. Donc, quand tu arrives après, on te dit que cet enfant s'en est allé, encore une seconde fois, tu vis encore une chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est réellement difficile. Ce que je peux ajouter pour répondre un peu, brosser un peu à sa question, c'est généralement au moment de déclarer que l'enfant a le cancer, ce n'est pas pour faire les honneurs à certaines personnes, mais je félicite encore la première responsable de l'unité oncologique Charles de Gaulle, qui fait l'effort d'elle-même, bien qu'elle ne soit pas psychologue, pour entretenir avec les parents. Donc ça, c'est également un vide qu'on doit s'entretenir, qu'on doit développer pour que l'annonce de la mauvaise nouvelle, si on peut dire ainsi, aux parents, soit accompagnée d'un psychologue pour rappeler. Sinon, parfois, on abandonne certaines personnes comme ça et à la sortie, on a vécu des cas, bon, la personne vous dit, ok, on a compris, à la sortie, dit, madame, voici que on nous a dit que l'enfant va mourir. On n'a plus rien à perdre ici, allons à la maison. Vous ne pouvez pas les empêcher. Même nous, en tant qu'association, on arrive à convaincre la personne dit, ok, bravo, je vous ai compris, je suis prêt à rester. Mais qui prend la charge? Difficile question. Donc, une fois encore, je pense que comme les choses sont en train de se structurer, côté psychologique pourrait être plus développé. Vous êtes de cet avis, docteur Lankwandi? Oui, nous sommes de cet avis parce qu'on voit le manque criard de psychologues pour accompagner les patientes victimes de cancer qui sont laissées à elles-mêmes. Et c'est en général la famille qui essaie d'accompagner la patiente, mais ce n'est pas totalement pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Et on assiste même à des suicides de patientes parce qu'elles n'ont pas pu supporter, elles n'ont pas été accompagnées convenablement. Et c'est vraiment déplorable. Alors, je reviens à Salam Ouedraogo, toujours si on se base sur votre vécu personnel avec votre fille. Quelles sont les différentes étapes qui vous ont le plus marqué, du diagnostic à la prise en charge de votre enfant? La méconnaissance, j'insiste encore. Il a fallu que on change de médecin en médecin, de CSPS en CSPS, après on est passé au privé, tâtonner, jusqu'à un moment donné, arriver au... Il s'agissait d'une leucémie du sang? Leucémie du sang. Il a fallu qu'on arrive au segment de PC,
C'est à partir de là-bas qu'on a eu la chance de tomber sur un médecin qui nous a dit que, bon, vu tout ce que vous avez parcouru, je pense que vous gardez ici, ça vous fait perdre le temps. Je pense qu'il faut aller à un niveau supérieur. Et moi, je me dis que ce que nous avons parcouru, c'est parce qu'on était un peu réellement déterminés. C'était l'ancien défi, quoi qu'il arrive, cet enfant doit vivre. Si beaucoup n'ont pas cette décision, on ne dit pas que les autres n'aiment pas les enfants. Ce n'est pas ce qu'on tente de dire. Mais parfois, le temps de parcourir par là, d'autres balancent dans d'autres mondes pour dire que bon, on va aller dans la tradition, et puis c'est que c'est un sort, et dès qu'ils rentrent par là, c'est un autre monde qui ne maîtrise pas jusqu'à présent le cancer. Rapidement, on va diagnostiquer d'autres choses, et dans ça encore, l'enfant va rester. Donc voici la phase la plus difficile. Et à partir de là, maintenant, dès qu'on a commencé à détecter, ce que je disais encore, l'annonce a été difficile. L'annonce, mais néanmoins, j'étais un peu préparé à ça. Donc j'ai réussi à surmonter en disant, quoi qu'il arrive, cet enfant vivra. Donc je me suis armé de courage pour pouvoir avancer par rapport à d'autres qui n'ont pas pu tenir. Maintenant, juste après ça, maintenant, que c'est là encore que ça commence maintenant, d'autres batailles parce que celle de la prise en charge, véritable problème. Parce que là, il faut préciser que d'abord, les produits sont coûteux. Il faut être honnête, les produits sont coûteux et les centres hospitaliers ne sont pas adaptés. Et que les premiers responsables m'excusent, mais je pense que ça fait partie de nos objectifs où on lutte à ce que, on plaide à ce qu'on trouve un cadre adapté pour oncologie pédiatrique. Parce que si nous faisons un tour, par exemple, le cas de Charles de Gaulle, l'unité oncologique est logée dans l'unité grand enfant. Or, nous savons tous que le cancer, c'est un long séjour. Pendant tout ce temps, l'enfant doit être isolé, cloisonné. Bon, après les suivis, même après prise en charge, il peut y avoir d'autres choses, d'autres séquelles sur l'enfant. Donc, on souhaiterait, par le canal de l'association, je parle, qu'on développe plus tard un local propre à eux. Donc, disons, pour revenir un peu à notre parcours difficile, donc le fait qu'on vous a dit, vous allez rester dans ce local, joue un peu des anecdotes. La plupart des malades ne viennent pas de la ville, la plupart. Ils viennent parfois des provinces où ils n'ont ni connaissance, ni parents, rien. Madame et monsieur se déportent à Charles de Gaulle avec leurs enfants, sans toit ni rien. Or, la salle est si petite que l'enfant doit être accompagné d'une seule personne. La maman est dedans, le papa est dehors. Si le papa est dedans, la maman est au dehors. Dans ces conditions, imaginez pendant la saison hivernale. Il pleut, le parent doit rester sous la pluie, sous l'apatam, jusqu'à la pluie va passer, on va chercher un coin pour poser la tête. Un peu des parties difficiles un peu à vivre. Mais par exemple, nous autres qui ont eu la chance d'être en ville, on peut faire la navette, on va en ville. Donc encore, ça revient à ce que je faisais comme plaidoyer, à trouver un cadre adapté où il y aura à côté maison des parents, etc. Donc, pour continuer toujours, il y a beaucoup à dire, il ne faut pas que je monopolise, mais au moins, j'insiste beaucoup sur les prises en charge, les produits sont coûteux. Honnêtement, les produits sont coûteux et ce n'est pas à la portée de n'importe, c'est pas pour dire de n'importe qui. Je dis ça au nom de l'association parce que nous avons vu à l'hôpital le cas de Charles de Gaulle où des parents ont abandonné parce qu'ils n'en peuvent pas. Imaginez, j'ai toujours dit, il n'y a personne qui aime notre enfant plus que nous-mêmes. Si à un moment donné, un parent décide d'abandonner un traitement, dit, bon, on va l'amener, aller traiter à la forme traditionnelle, ou par qu'il y a un monsieur par ici qui fait des prières, on va l'amener, c'est que ce monsieur n'en peut plus. Effectivement, si on insiste, qu'est-ce que vous pouvez le faire? Et anecdote, encore des cas comme ça s'en est produit. Pour moi, en tant que président de l'association, je vois la personne, je dis, bon, essayons de rester pour qu'on voit ce qui est. Oui, monsieur Oudrago, on vous a compris. Mais qui? À la maison, il n'y a plus rien, on a tout vendu. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de défis, nous l'avons bien compris. On espère que les autorités, en tout cas en charge des questions sanitaires, seront également attentives à ces doléances. Alors, Mamadou Traoré, il est question d'un concours de création
d'outils sur la prévention des cancers. Alors pourquoi lancer cela? D'accord. Merci bien. Alors, avant d'arriver au concours en lui-même, en fait, pour appuyer ce qu'il dit, en fait, c'est vrai que le cancer est vu comme un mal de blanc. Parce que eux, ils en parlent. Nous, en général, on a tendance à le mystifier, à mettre derrière souvent des sorts et tout. Ça fait que le mal, il n'est pas vraiment connu jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital, jusqu'à ce qu'on soit diagnostiqué. Il fait des ravages, comme vous avez pu entendre tout à l'heure les chiffres. Donc, l'objectif, en fait, du concours, c'est d'abord, en fait, vu que nous mettons ensemble plusieurs acteurs de différents domaines, nous souhaitons stimuler, en fait, la créativité. Donc, l'objectif du concours, c'est amener des créatifs, justement, à proposer on va dire, des supports innovants pour amener au changement de comportement. Donc, des supports innovants qui vont permettre à la fois à former, à la fois à intégrer, on va dire, la prévention dans les soins. Donc, on parle là principalement, je vais dire notamment des soins de santé sexuelle et reproductive, de la mère et de l'enfant, ainsi de suite, pour, en réalité, on ne va pas dire banaliser, mais permettre aux uns et aux autres de mieux appréhender, en fait, ce mal-là. Et donc, l'objectif du concours, c'est surtout ça, créer de l'innovation et voir peut-être qu'on aura de nouvelles idées. On aura de nouveaux supports qui vont permettre, en fait, d'atteindre des objectifs, notamment de prévention. Voilà. Alors, docteur Lankwandé, quel est le processus de prise en charge d'une patiente diagnostiquée positive au cancer? Quel est le protocole? D'accord. Avant d'être diagnostiqué, avant de poser le diagnostic, c'est une forte suspicion qu'on pose. Et pour confirmer le diagnostic, il faut un examen spécial qu'on appelle l'examen anatomopathologique d'une pièce, par exemple, de l'endroit où se trouve la maladie. Et c'est après cette analyse que le diagnostic de cancer sera confirmé. Et maintenant, dès que ce diagnostic de cancer est confirmé, on a un bilan d'extension. Ça veut dire que c'est des analyses de sang, c'est des radiographies, c'est des scanners. Voilà, donc il y a plein d'autres examens qu'on fait pour essayer de stadifier le cancer qui a été diagnostiqué. Après maintenant cette stadification, on va faire intervenir des spécialistes pour prendre en charge spécifiquement maintenant cette pathologie-là. On peut avoir recours au chirurgien, par exemple s'il s'agit d'un cancer du sein, on peut avoir recours au chirurgien pour faire une mastectomie ou bien une ablation partielle de la tumeur. Après ça, on va avoir affaire à l'oncologue, soit médical, soit chirurgical encore, qui va instaurer un traitement. Ce traitement, ça peut être la chimiothérapie, il y a l'hormonothérapie, donc il y a tout un arsenal qui coûte vraiment excessivement cher. Il y a la radiothérapie qui est gratuite au Burkina. Voilà, il faut le noter et féliciter vraiment nos autorités qui font vraiment beaucoup d'efforts pour accompagner les patientes. Mais il reste aussi beaucoup à faire. Et voilà, c'est un parcours vraiment de combattant et le coût n'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est ce qui fait vraiment la difficulté. Voilà. C'est d'ailleurs ce que soulevait d'ailleurs Salam Ouedraogo tout à l'heure dans le cadre de la prise en charge du cancer chez les enfants. Exactement. Donc nous le rejoignons pour dire que les frais pour les médicaments, ça coûte vraiment, vraiment cher. En dehors de la radiothérapie qui est gratuite, et même pour ces examens qui sont gratuits, il y a un préalable à faire justement avant d'avoir accès à cette radiothérapie qui est gratuite là. Donc vraiment, il y a un effort à faire encore. À ce niveau. Oui, je pense que les autorités en sont conscientes parce qu'il y a eu une rencontre entre le Programme national de lutte contre le cancer et les partenaires techniques et financiers du département de la santé dans le cadre de solliciter leur accompagnement dans la prise en charge des cancers au Burkina Faso. On pourrait donc comprendre, déduire que
la doléance, elle est prise en compte. Elle est prise en compte et on espère justement qu'il y aura de bonnes nouvelles à l'issue de ces pourparlers-là. Voilà, pour le bonheur des femmes. Alors, on va revenir sur une question sur laquelle plusieurs associations tablent là-dessus. La question de démystifier le mal. Parce qu'il y a des dames qui sont diagnostiquées, des femmes, des jeunes filles diagnostiquées, mais sûrement la crainte du regard de la société, du préjugé, des préjugés, se renferment sur elles-mêmes, peut-être ne suivent pas de traitement et ça donne, comme M. Ouedraogo l'a soulevé, à des prises en charge traditionnelles. C'est un problème également, un obstacle à la lutte contre le cancer. C'est un véritable obstacle, effectivement. En plus de l'aspect financier, il y a le regard également de l'entourage. Mais voilà pourquoi nous essayons également de sensibiliser justement pour ce diagnostic précoce-là, afin d'éviter d'en arriver là. Voilà. Et même si on en arrive là, il faut savoir que le personnel de santé est disponible en fait pour les accompagner. Il ne faut pas se renfermer. Il y a toute une batterie d'aide justement à la prise en charge de ces pathologies-là. Il ne faut pas se renfermer. Il faut inviter justement ces personnes-là qui se renferment à venir dans nos structures pour avoir de l'aide, pour avoir des éclairages et pour avoir de meilleures informations justement pour adhérer au traitement. La famille est quelque chose de capital. Oui, très capital, parce qu'on a vu beaucoup de femmes qui ont été rejetées par leur mari, par leur famille, quand elles ont été diagnostiquées, alors que le fait d'avoir le soutien de sa famille, ça redonne du courage à la patiente concernée par le cancer et ça lui donne envie de se battre justement pour sa famille. Donc c'est vraiment très important, le soutien familial. Alors, je reviens à Salam Ouedraogo sur la question de la prise en charge des enfants atteints de cancer. Alors, les difficultés, vous les avez énumérées et je crois comprendre qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Ça n'en manque pas. J'avais cité la complexité, l'inaccessibilité des produits, mais ce n'est pas que ça seulement. Si nous prenons encore les différents types de cancers, sur les enfants, il y a beaucoup. Mais certains enfants ont besoin des produits sanguins parce qu'il faut qu'on précise que le cancer, c'est un mal qui absorbe beaucoup le sang lors du traitement. Il se trouve que parmi les produits sanguins, il y a parfois les plaquettes qu'on a besoin pour le traitement. Et malheureusement, parfois, ça cause de véritables problèmes. Et on en a vécu des cas où l'enfant a besoin peut-être des produits sanguins, mais malheureusement, il n'y a pas. Il n'y a pas encore le médecin traitant que j'ai côtoyé, son professeur Sonia Kabori, si vous me permettez. Parfois, je la vois elle-même se battre, intervenir pour avoir les produits sanguins. Or, ça, ce sont des produits que les parents ne peuvent pas, mais parce que ça, c'est devenu une cuisine intérieure. Les parents ne peuvent, c'est pas un truc où on peut aller avec une ordonnance, aller acheter pour venir, c'est gratuit, mais malheureusement, ça manque. Et ça aussi, ça peut être l'objet de mauvais résultats également sur certains enfants. Et également, je reviens un peu sur le local, puisque si nous prenons encore, les locaux ne sont pas suffisants. Donc ça fait que le temps que l'enfant devait suivre le traitement normalement jusqu'à la guérison, si on peut dire comme ça, parfois est écourté pour pouvoir dire à l'enfant, bon, aux parents, allez-y et partir, faites la navette entre la maison et l'hôpital, c'est ça qu'on appelle l'ambulatoire. Donc vous allez continuer le traitement en ambulatoire, le temps de pouvoir prendre d'autres patients qui urgent. Donc dès que l'enfant entre dans la phase ambulatoire, ça devient compliqué. Parce qu'à la maison, le traitement où les suivis ne sont pas comme à l'hôpital. Le problème alimentaire est là, l'hygiène se pose et même parfois le transport de la maison à l'hôpital, c'est très distant. Donc c'est également, ça joue sur l'enfant. Et même certains parents, même, le fait qu'arriver à la maison, dit bon, ok, on va continuer avec la tradition, la navette là, ça nous fatigue. Et encore ça cause.
ça cause de véritables problèmes. Et sur ça, je m'arrête un peu, où nous sommes en phase avec certains ministères. On essaie de tisser une convention pour favoriser les parents qui ont été affectés par leur ministère pour des raisons de service, s'il y a possibilité de les rapprocher au moins au niveau des centres hospitaliers. Parce que, quoi qu'on dise, pour le moment, ce n'est que Ouaga et Bobo. Or, ces pédiatriques-là est plus concentré sur Ouaga. Imaginez, actuellement, nous avons un cas où une institutrice a son enfant, mais malheureusement, elle a été affectée très loin de Ouaga. Donc, la navette cause problème. Vous voyez un peu? Donc, en ce moment même, se dit que la chance de vie de cet enfant est encore exposée. Donc, voici encore d'autres difficultés qui existent encore. Donc, sérieusement, nous félicitons l'État, il fait beaucoup, on en est conscient. Même au niveau du don du sang, on constate même que le président lui-même s'est porté volontaire à donner du sang, mais malheureusement, ça manque. Alors, sur les actions entreprises au niveau gouvernemental, Dr Lankwande l'a relevé, la réouverture du centre de radiothérapie, la gratuité de la radiothérapie, la gratuité du dépistage du cancer gynécologique et mammaire. Et actuellement, on a la mise à disposition de cliniques mobiles. Est-ce que sur ce dernier point, vous estimez que cela est un plus considérable à la lutte contre les cancers au Burkina? Oui, je pense que cela est un plus parce que c'est une stratégie qui permet d'aller vers les populations qui sont un peu reculées, qui ne sont pas en ville, qui n'ont pas accès forcément aux services courants de la ville. Donc, il y a une autre cible en fait qui est atteinte, qui n'est pas forcément, qui n'a pas forcément accès aux centres de santé dans nos villes. Donc, c'est une très bonne action de la part du gouvernement. Est-ce que vous considérez l'absence des moyens financiers comme étant le principal obstacle à la lutte contre les cancers? Ou est-ce le dépistage précoce? Bon, je pense que tout est... J'avais dit que c'était multifactoriel. Hein. Il y a le volet financier aussi parce que le coût des traitements lorsqu'on est dépisté est très, très élevé. Pour ce qui est du dépistage, on a dit que le dépistage est gratuit. Parfois, c'est le manque d'information, le manque de sensibilisation. Les femmes ne savent pas qu'elles peuvent venir sans avoir rien dans le centre de santé pour qu'on cherche à voir s'il y a quelque chose ou pas qui ne va pas. Elles ne savent pas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup le manque de communication aussi qui fait que le dépistage volontaire ne se fait pas. Donc, on va inviter toutes les femmes à se dépister volontairement, ne pas attendre forcément les campagnes de sensibilisation comme Octobre Rose pour le faire. Voilà. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur cette même question, Mamadou Traoré. Est-ce que les moyens financiers, étant donné le coût onéreux de la prise en charge des cancers, est le principal obstacle à l'avancement de la lutte contre ces pathologies? Merci. C'est une très belle question en fait. Il faut dire que la réponse, je dirais, c'est non. Ce n'est pas les coûts financiers seulement. Parce qu'avant d'en arriver là, il faut préciser que il y a tout ce qui précède la maladie, les habitudes alimentaires, les habitudes de tous les jours qui parfois nous exposent et on ne s'en rend même pas compte. Ensuite, c'est pourquoi justement la sensibilisation et je veux dire la prévention ne doit pas seulement rester à la maison. La prévention doit être à la maison, au niveau des agents de santé et même dans les décisions que nous prenons, je veux dire que nos autorités prennent en fait. Donc l'objectif étant qu'on puisse intégrer, je veux dire, cette prévention-là dès les premiers soins, en fait dès le premier contact des personnes avec les services de santé. Il faut que tous les agents aient ça déjà en tête. Parce que c'est une préoccupation de santé publique aujourd'hui. Et je pense que tout le monde, tous les agents doivent déjà penser à ça quand ils ont en face d'eux un patient. Donc, la sensibilisation, le fait que les populations soient sensibilisées, les agents, les techniciens, les spécialistes soient sensibilisés, que les autorités soient sensibilisées, sont en fait un des éléments qui peuvent aider drastiquement. Parce que même au niveau des déplacements et tout, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de manifestations d'intérêt
dans ce sens-là que parfois, beaucoup d'appels comme celle de votre association, M. Ouedraogo, restent inentendus. Voilà. C'est important ce que vous dites. Alors, toujours sur cette question de la prise en charge des cancers, est-ce qu'il y a un plan stratégique qui est mis en place pour l'atteinte des objectifs de Précare? Oui. En fait, on précise que Précare s'inscrit en fait dans la stratégie nationale de lutte contre le cancer, la stratégie 2021-2025. Et donc, dans cette stratégie, il y a un certain nombre d'actions, notamment la prévention, la sensibilisation des agents, des populations, et ainsi de suite. Donc, en réalité, Précare s'inscrit dans cette même lancée-là. Maintenant, en mettant bien sûr en avant un certain nombre d'aspects que vous connaissez. Et on va dire, nous sommes plus ou moins dans la première phase. Cette première phase, justement, c'est ce concours-là qui va en réalité amener on va dire les parties prenantes à déjà prendre conscience et on espère qu'il en sortira en fait des choses intéressantes qui pourront aider pour la suite du déroulé du programme Précare. Alors, gratuité, prise en charge, beaucoup de choses sont faites. Est-ce que, selon vous, docteur Natacha, comment est-ce qu'on pourrait améliorer davantage cette lutte? Est-ce que cette volonté de faire une synergie des associations de lutte contre les cancers pour une meilleure coordination, pour plus de résultats probants, est-ce que pour vous, ce sont déjà des points qui rentrent en ligne de compte de l'amélioration de la lutte contre les cancers? Oui, je me dis que cette synergie d'action peut améliorer justement la lutte contre le cancer. On dit quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Voilà, donc chaque structure dans cette synergie-là apporte sa touche personnelle. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne action d'agir ensemble et chacun y trouve son compte pour le bonheur des populations dans cette campagne de sensibilisation. Favorable à une doléance du genre subvention, que l'État aille subventionner une partie de la prise en charge médicale des patientes atteintes de cancer, en plus des différentes gratuités qui sont déjà quelque chose de louable? Oui, nous sommes tout à fait d'accord pour cette subvention, hein, parce qu'il y a beaucoup quand même à faire. Il y a les chimiothérapies qui coûtent extrêmement cher, qui ne sont pas accessibles. Il y a la chirurgie même déjà. Une fourchette de prix? Oh, c'est difficile à dire parce que les molécules sont différentes, voilà. En fonction des stades aussi, il y a des protocoles qui diffèrent. Mais il faut savoir que c'est très, très onéreux pour les patientes. Donc, il y a la chimiothérapie, il y a la chirurgie, il y a le bilan préopératoire, il y a l'immunothérapie, l'hormonothérapie, il y a comment on va dire ça, le traitement des effets secondaires même de la chimiothérapie, le traitement des douleurs atroces qu'on peut avoir. Donc, il y a un grand volet qui n'est pas pris en charge, malheureusement. Et on continue de faire le plaidoyer, justement, pour que le gouvernement revoie, peut-être faciliter l'accès aux molécules pour que les prix soient vraiment revus à la baisse, pour que les femmes aient accès à ces traitements. Parce qu'il y en a qui arrêtent leur traitement, comme M. Ouedraogo l'a dit, par manque de moyens. Ils vendent tous leurs biens et après, c'est difficile. Voilà. Même des médicaments. Est-ce que cela est problématique également? Pour la disponibilité des médicaments, on a quand même un large éventail de médicaments qui sont disponibles. Voilà, c'est surtout le coût. C'est surtout le coût. Sinon, les médicaments sont disponibles. Oui. Alors, comment lutter davantage contre le cancer chez les enfants? En plus des défis que vous avez eu à énumérer. La mise en place d'un centre adapté à la prise en charge du cancer chez les enfants et quel autre appui l'État pourrait apporter à cette lutte? Disons d'abord le départ. Il faudrait d'abord que l'État travaille à ce que le cancer, si on le compare par rapport au sida, nous savons qu'au début du mal, quand tu dis que tu as le sida, toute ta famille même est très mal vue. Voilà, donc moi je me dis qu'on doit travailler à ce que dans la mentalité des uns et des autres,
pour qu'on comprenne que le cancer, on peut se guérir du cancer. Donc d'abord, si cela venait à sortir de la tête de tout un chacun, vous allez constater au niveau des enfants, les mamans même ne se gêneront pas d'amener leurs enfants ou dès qu'ils sentent des signes un peu bizarres, ils peuvent pousser des réflexions. Sinon, à l'heure actuelle, étant vu sous un mauvais angle, ça fait que, bon, ils ne sont même pas motivés. Et encore, nous avons un autre sur le problème qui est l'espace au niveau des centres hospitaliers. Même si on arrive à démystifier le cancer, si on venait à faire beaucoup de dépistage et on se rend compte qu'on a beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'on peut faire de ces enfants? À l'heure actuelle, si je reviens encore avec le cas de Charles de Gaulle, l'espace disponible, je ne sais pas, je n'ai pas totalisé, mais c'est que c'est moins de 50 places. Et si, bon, si tout de suite on fait campagne massive pour dépister le cancer des enfants, et on se retrouve avec 200, 300 enfants, on fait quoi avec? Véritable problème. Donc il y a un travail de fond qui doit être fait, justement pour démystifier le mal, mais également préparer les différents locaux pour recevoir ces enfants et pouvoir administrer les traitements. Ajoutons également le manque réellement de spécialistes. Pourquoi j'insiste encore, je reviens encore une seconde fois là-dessus. Prenons tout Yalagdo ou bien Charles de Gaulle. J'aime prendre Charles de Gaulle parce que c'est là-bas qu'on traite plus de cancer des enfants. Les différents types de cancer des enfants se retrouvent avec un seul oncologue. Vous voyez un peu toute une unité avec un seul, dont on souhaiterait, il se peut qu'il y a d'autres en préparation, on souhaiterait qu'il y ait assez de spécialistes et également même, pourquoi pas ne pas lancer une bourse, ça c'est un de nos projets qu'on a, pour encourager certains médecins ou certains infirmiers à se spécialiser uniquement en oncologie si cela est possible, justement pour pouvoir épauler. Et un autre problème qu'on a, maintenant si on est en phase ambulatoire, et ça même ça ne concerne pas les enfants, même quand c'est des adultes, et on doit continuer le traitement dans les cliniques, le coût, tu peux avoir même les produits, le coût pour qu'on t'administre les chimiothérapies sont très élevés dans les cliniques privées. Ce n'est pas pour les épingler, mais c'est la réalité. Donc ça également, c'est un autre problème que l'État doit traiter. Bon, c'est difficile, on comprend tout ce qu'on dit, l'État peut recevoir ça comme un pincement de cœur parce qu'on les critique, mais c'est le rôle de l'association parce que les associations sont faites pour soulever les manquements dus au traitement de telle ou telle pathologie. Donc voilà, donc c'est pour cela qu'on n'arrête pas de demander et de continuer toujours à demander. Mais néanmoins, nous avons félicité le fait que la radiothérapie était gratuite, est devenue gratuite. Bon, c'est vrai que au niveau des enfants, tous les enfants n'ont pas besoin de la chimiothérapie et de la radiothérapie parce que prenons le cas de la leucémie, on n'a pas besoin de ça. Bon, mais là, en ce moment, le fait que c'est gratuit, quand quelque chose est bon, au nom de l'association, nous disons merci à ce gouvernement parce que bien avant ça, nous avons plaidé à ce qu'on ouvre, mais on ne nous a pas écoutés. Alors, je voudrais marquer une pause pour saluer les spécialistes de la santé qui ont réalisé le 16 octobre 2024 la prouesse de la première reconstruction du sein par le greffon au centre humanitaire médico-chirurgical Dr Sedogo de Léo. L'opération elle a été menée par une équipe mixte composée par des Burkinabés et des Suisses et dirigée par le docteur Naï Zongo, qui est le coordonnateur du programme national de lutte contre les cancers, et le docteur Volker Hedler. Alors, docteur Lankwande, est-ce que c'est une bonne nouvelle, forcément, n'est-ce pas? Oui, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a pu redonner à une femme sa féminité. Voilà, donc elle est restaurée et on lui souhaite vraiment meilleure santé. Et surtout que de telles opérations... Voilà, soit reconduites, soit possibles pour les autres femmes. Oui. Voilà, à une grande échelle. Voilà, que ce ne soit pas exceptionnel.
Salam Ouedraogo a évoqué le cas de la guérison. Mamadou Traoré, des femmes, des enfants guérissent du cancer. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse montrer également ces bons exemples, si je peux le dire ainsi, pour pouvoir justement briser le verre du silence et de l'inclusion, de l'exclusion autant pour moi? Oui, effectivement, justement, je voulais ajouter à ce qu'il avait dit que le cancer est l'un des mots où l'état d'esprit du malade contribue fortement à sa guérison ou à la détérioration de son état de santé. Bon, je parle sous le contrôle des docteurs et médecins présents, mais je pense que l'état d'esprit est très important quand on appréhende ce mal-là, quand on lutte contre ce mal-là. Ce qui fait que ça me ramène justement au fait qu'il faut travailler à sensibiliser. Sensibiliser, ça inclut justement les témoignages des gens qui sont guéris de la maladie. Ça inclut le témoignage des gens qui luttent contre le mal et qui se sentent bien et qui montrent une évolution positive des choses. Voilà. Je pense que quand on évoque aussi le soutien gouvernemental, je pense qu'il doit également aller dans ce sens. Parce que, en fait, ça permet déjà de commencer la lutte en amont. Parce que même quand on a affaire à quelqu'un qui est malade, quand on arrive à changer son état d'esprit, c'est pas seulement pour qu'il guérisse et on va dire qu'il n'aille pas à la tombe, mais c'est aussi pour qu'il puisse changer de mentalité et vivre mieux sa maladie, quitte à avoir la santé ou pas, mais au moins que ces derniers moments ne soient pas vécus dans une grande tristesse aussi, parce que ça marque la famille en réalité, ça marque l'entourage. Et la guérison, elle est aussi psychologique. Exactement. Alors, docteur Lankwandé, sur ce point, très souvent, on voit rarement, en tout cas, des témoignages de femmes qui ont pu vaincre le mal. De plus en plus, cela se fait, mais c'est encore insuffisant. Est-ce que c'est pas nécessaire de mettre les projecteurs justement sur ces héroïnes qui ont pu vaincre leur mal afin de pouvoir donner plus de courage à celles qui sont encore dans le couloir de la lutte, qui se battent pour pouvoir triompher? Effectivement, elles sont nombreuses, hein, celles qui ont eu la maladie, on les connaît. Il y en a qui acceptent témoigner à visage découvert. On en connaît, en tout cas, bravo à elles. Elles sont des exemples, en fait, de combativité, de résilience face à cette maladie. Mais il y en a également qui ont toujours peur du regard des autres, du regard de la société, des critiques. Mais je me dis que lorsque quelqu'un qui est atteint de la pathologie, qui parle, qui sensibilise, ça touche plus parce qu'on touche du doigt même le problème. Et elles sont les plus aptes justement à rendre témoignage et à sensibiliser les autres pour ne pas en arriver à ce stade-là. Voilà. Et autre volet de la prévention, le vaccin contre le papillomavirus. On n'en fait pas assez cas, à mon humble avis en tout cas. Bon, peut-être que ce n'est pas médiatisé, mais de plus en plus on en parle, puisque ce vaccin même est rentré dans le programme élargi de vaccination pour les jeunes filles entre 9 et 14 ans. Voilà, donc je pense que dans le projet précaire, on doit en parler également. J'espère qu'on reviendra sur ce plateau pour en parler davantage. Mais il est vulgarisé, il est recommandé pour justement la prévention du cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles. Alors c'est important, nous sommes pratiquement, on s'achemine vers la fin de cette émission. Alors Salam Ouedraogo, est-ce que vous avez une invite particulière? Encore, c'est encore à l'État encore, donc nous revenons encore. Toujours avec nos plaidoyers, nous souhaitons encore plus être entendus, plus être écoutés. Comme je viens de dire, ils ont été sensibles. Mais vous savez, quand on est malade, quel qu'en soit l'effort que les autres apportent, on trouve que c'est pas assez. Donc on reconnaît, ils ont fait, mais nous trouvons que c'est toujours pas assez. On souhaite qu'ils aillent plus loin que ça, qu'ils nous écoutent plus davantage. Et
et que nos différents objectifs, qu'on n'arrête pas de parler, puissent voir un peu le jour quand même. Parents des enfants qui sont à l'hôpital, qui se sentent seuls et délaissés, qu'est-ce que vous avez à leur dire comme mot réconfortant? Toujours l'espoir. Là encore, je prends l'anecdote d'un monsieur, dès qu'on a dit que son enfant a le cancer, alors le monsieur dit, même si c'est un seul enfant, il sortira de cet hôpital, c'est mon enfant. Vous voyez, d'abord, s'il y a la détermination, puisque l'enfant ne sait pas de quoi il souffre, et s'il y a la détermination des parents, là même en soi, l'enfant, d'une manière involontaire, ressent la joie, le soutien des parents. Mais une fois que les parents sont désespérés, c'est un peu compliqué. Raison pour laquelle, de temps en temps, nous les rencontrons avec d'autres personnes pour leur dire, bon voilà, ceux-ci étaient déjà ici avec vous, ils ont suivi les traitements, et voilà qu'aujourd'hui pour eux ça a donné. Donc c'est une façon pour nous de les encourager et de les donner espoir. Donc à l'heure actuelle, s'ils arrivent à nous suivre, de garder espoir, avoir le courage. Je dis bien le courage parce que ça demande beaucoup de coûts financiers, ça demande un long séjour et j'ouvre un peu de parenthèse, ça brise les foyers, précisons. Parce que imaginez un couple où madame doit rester à l'hôpital pendant plus des mois et des mois, par finir on se retrouve à la maison avec autant de problèmes. Nous en vivons dans notre association. Donc nous le disons courage et d'être canalisé, concentré sur la lutte des enfants et de se rappeler toujours qu'il y a d'autres qui ont passé par là et ils sont guéris. C'est une chance pour eux d'être dans les différents centres hospitaliers parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas arrivés là-bas. D'autres même ne savent même pas de quoi ils souffrent. Donc courage à eux et nous allons continuer toujours à plaider et à parler au nom des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer. Je n'arrête pas de parler parce que j'ai toujours à dire, oui, je parle au nom des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc merci. Merci Salam Ouedraogo, président de l'association Enfance sans cancer. Merci pour votre disponibilité et surtout pour la lutte que vous menez pour ces enfants qui sont malheureusement atteints de cette pathologie. Et nous disons également merci au docteur Natacha Lankwande Bako, gynécologue obstétricienne au CHU de Bogodougou. Merci pour votre éclairage. Et merci à Mamadou Traoré, communicateur de Précaire. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de l'émission du jour. Merci pour votre fidélité.